L'idée, c'est justement de pouvoir faire un vrai virage stratégique et écologique. Comment le numérique peut être un allié pour les entreprises dans la transition écologique. On arrive à embarquer les gens avec la force des idées. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Le climat en action. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Gauthier, dirigeante de Onotel, donc une entreprise française spécialisée dans la gestion et la valorisation d'hôtels depuis 25 ans. Et Onotel accompagne notamment des investisseurs institutionnels pour redresser des établissements parfois en difficulté, tout en intégrant progressivement une démarche forte de responsabilité sociale et environnementale. Bonjour Hélène. Bonjour Isabelle, je suis enchantée d'être là. Alors donc, ton métier, a priori, c'est de gérer un parc hôtelier avec des milliers de chambres. Mais a priori, la transition écologique, c'était pas forcément le cœur de métier, il y a 25 ans en tout cas. Maintenant, c'est une vraie priorité, hein. Vous êtes éclaireur du Coq Vert, donc ambassadeur qui allait toujours plus loin. Comment on t'explique ce virage et comment tu fais pour concilier une rentabilité économique et cette RSE? Onotel, je le précise, on a deux métiers. Nous sommes effectivement des gestionnaires hôteliers et nous sommes des investisseurs dans l'hôtellerie, plus que des redresseurs d'hôtels en difficulté, même si les établissements dans lesquels on investit sont en général des établissements qui sont à bout de souffle en termes de produits. Donc ça correspond assez bien à ce qu'on fait. Et en ce qui concerne la transition écologique en particulier, je dirais que c'est pas un virage. C'est plus une transition, c'est un mot qui nous convient parfaitement, puisqu'on a commencé à aborder ce sujet-là en 2015. En 2015, on sortait d'attentats à Paris assez fort. On s'est interrogé sur notre expérience client d'une façon générale, et on a créé un label pour exprimer la manière dont on accueillait chez nous, dont on accueillait les clients chez nous. Ce label, c'est Happy Culture, Happy Culture, ça s'écrit. Donc c'est avant tout des valeurs humaines, plus que des valeurs écologiques, et je vais y venir. Ça mettait en avant une façon d'accueillir le client, de personnaliser la relation. Il y a malgré tout un lien assez fort, parce que apiculture, on ne peut que penser aussi aux abeilles. Ce qui était volontaire de notre part, un animal qu'on aimait bien, assez travailleur, qui vit en communauté. Voilà, on aimait bien ce que ça voulait dire. Et on a intégré, lors de cette création de apiculture, une dimension écologique, ou en tout cas d'économie d'énergie, à notre ADN, en commençant par des actions assez simples, que presque tous les hôteliers ont fait, je pense, qui a été de se dire, quand on doit se laver dans un hôtel, on avait 3-4 bouteilles, les cheveux, le corps, la crème, par client, par nuitée. Et nous, on fait à peu près 1 million de nuitées par an. Donc c'était 3 millions à 4 millions de bouteilles plastiques qu'on évacuait chaque année. Ça a commencé par là, par des choses assez simples, remplacer ça par des dispensaires. On a des dispensaires, ouais. On imprimait toutes les réservations. Donc pareil, encore 1 million de papiers, même il y avait 4 pages, hein, chaque résa, donc ça faisait plutôt 4-5 millions de papiers, passer à du zéro papier. Ouais, c'est des choses assez simples que nous avons initiées en 2015, et avec une vraie accélération par contre pendant le Covid. Pendant 2 ans, on était en sous-exploitation de nos hôtels. Et nous, on a des ressources assez importantes puisqu'on a une plateforme de management. Donc, on a une 50aine de personnes qui sont des spécialistes de la gestion hôtelière. Et quand les hôtels sont fermés ou quasi fermés, Rien à faire. voilà, ils n'avaient pas un peu moins à faire, on va dire, parce que gérer le Covid, c'était quand même du travail, mais un peu moins à faire. Et donc, on s'y est mis à fond, je vais dire ça comme ça, pendant cette période-là, pour essayer de passer des vraies étapes sur ce sujet. Ok, alors justement, avant de creuser là, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur toi, ton parcours, l'embarquement dans l'aventure Onotel? Et puis, donc là, on comprend la première transition qui s'est faite, mais qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie et t'a embarqué? Comment t'as embarqué un peu tout le monde? Et puis, on va du coup parler peut-être des actions plus en profondeur derrière. Moi, j'ai fait de l'hôtellerie par hasard. J'ai fait une école de commerce, donc assez classique. Et puis, j'ai rencontré le dirigeant, enfin, le fondateur, un des fondateurs d'Onotel, il y a maintenant 12 ou 13 ans. J'ai fait que du Onotel, ou presque. J'ai évolué chez Onotel, partant du e-commerce jusqu'à la direction générale aujourd'hui. En ce qui concerne la transition énergétique, je pense que tous les associés se sentaient concernés, d'une façon générale. On est 8 associés aujourd'hui, et tous on se sentait concernés par ce sujet-là. Donc ça, c'était assez naturel. Pas eu à convaincre fortement en interne d'aller dans cette direction. D'autant plus, et c'était une de tes premières questions d'ailleurs,
que pour l'instant, là où on en est, écologie et économie, ça va très bien ensemble. Ça nous a très largement fait faire des économies, cette transition que nous avons entamée. Alors typiquement, économie, ça va être énergétique dans ce que tu mentionnais, ça va être dans ces nouveaux dispensaires, parce qu'on consomme moins, on jette moins aussi, donc on paye moins de déchets. Ça peut être quoi de façon très concrète, donc là au démarrage, et puis ensuite après? C'est de l'énergie, oui. C'est de l'eau aussi. Et c'est beaucoup sur des produits d'exploitation. Finalement, changer de produit d'exploitation, souvent on change pour quelque chose qui est moins cher. Si je prends un exemple de ce qu'on a déployé l'année dernière, on a changé nos produits d'entretien, donc tout ce qui était entretien des sols, pour de l'eau ozonée. 300 litres, pour faire 3000 litres de produits avec de l'eau ozonée, ça nous coûte 400 €. C'est une petite bonbonne. Avec cette petite bonbonne, on fait 3000 litres. Là où avant, c'était plutôt 4000. Donc voilà, typiquement sur ce genre de produit. Alors oui, il faut investir parce qu'il faut une centrale de dilution pour être très technique. Donc il faut investir 1500 €. Mais pour le ROI, il est en 6 mois, le ROI est là. Et en fait, sur l'exploitation, c'est assez souvent comme ça. C'est pas toujours du 1 pour 10, comme le sujet que je viens d'exprimer, mais assez facilement, on a des ROI entre 1 et 2 ans sur ces sujets. Et ça ne nécessite pas de faire changer quand même les comportements des consommateurs, parce que c'est peut-être là que c'est plus difficile. Alors, c'est le principal obstacle. C'est celui-ci, c'est conduire le changement. Or, sur l'eau ozonée, encore ça va. Mais quand ça va impliquer les clients, dès que ça va impliquer les clients, on fait quand même un métier où on reçoit quasiment autant de commentaires clients que de séjours par jour. Donc, on est extrêmement noté. En permanence, nous sommes évalués par les clients et l'impact économique est très fort. La note client, ça va être un des éléments, après l'emplacement de l'hôtel, un des éléments de sélection principale du client. Donc, c'est très fort. Donc, quand on fait des changements, si j'en prends un autre, supprimer les bouteilles d'eau. Avant, quand on arrivait chez nous, il y avait toujours une ou deux petites bouteilles d'eau dans la chambre. Ça faisait d'ailleurs partie des pratiques de tous les hôtels. Aujourd'hui, vous venez chez Apiculture, il y a une fontaine à eau gazeuse, eau fraîche, eau tempérée en bas. Il y a plein de bouteilles en verre. Le client se sert. On fait du 3-4 étoiles, je précise. Le client se sert et monte avec sa bouteille en chambre. Donc, gros changement. Clairement. Changement. Quand on explique ça au directeur d'hôtel, il va dire, mais non, mais... le client, il aime avoir sa bouteille d'eau, donc je vais avoir des mauvais commentaires. En fait, le premier frein, c'est vraiment celui-ci. Ou si je prends un autre exemple de température en chambre, l'hiver, on chauffe à 19. Oui, mais l'américain, c'est la clim plutôt. Mais l'américain, il aime la clim, le finlandais, il aime quand il fait 24. Ça va me faire des mauvais commentaires. Voilà, comment on gère ça? Donc, c'est vraiment ça, le principal frein. Et qu'est-ce qui fait que tu as réussi à convaincre typiquement des dirigeants d'hôtel ou des clients, si certains se sont plaints? On laisse quand même pas mal de liberté aux clients. On considère qu'on fait quand même un métier de service. Donc nous, si je prends les températures, on chauffe à 19. Si le client, quand il arrive, il a envie de mettre 24, 25, on le laisse faire. Ça, c'est un parti pris. On pourrait bloquer à 21, 22. On y viendra peut-être parce que les comportements changent aussi. Et on avait aussi des clients qui nous disaient « mais je comprends pas, quand j'arrive dans la chambre, il fait 22, c'est pas normal ». Donc ça, c'est plus un argument pour les directeurs d'hôtel. C'est-à-dire que le client change. Certes, il y en a qui sont pas contents à 19, mais il y en a qui étaient pas contents aussi à 22. Donc on va réussir aussi à avoir des clients satisfaits. Ensuite, je pense que c'est pas un choix, c'est-à-dire que quand on a une conviction assez forte, qu'il faut aller dans cette direction-là. L'idée, c'est de bien le communiquer, mais pas forcément d'avoir un choix pour les équipes. Il faut arriver à les emmener avec nous, mais quand on a des convictions, à mon sens, il faut y aller. Et parfois, le changement, c'est difficile. Voilà. Mais après, peut-être qu'ils se rendent compte aussi que ça vaut le coup et que certaines personnes le prennent bien, ou qu'un changement qui paraissait insurmontable est finalement passé. Beaucoup le prennent bien. Parce que l'état d'esprit a beaucoup évolué, je pense, avec le Covid. Entre 19 et 24, ça n'a plus rien à voir sur ces sujets-là, entre 2019 et 2024. Donc déjà, sur nos 50 directeurs, vous allez en avoir 30 ou 30, ou peut-être même 40, qui vont totalement adhérer à la démarche, qui aide fortement à convaincre le reste du groupe. Et puis après, on a beaucoup de communication envers les clients
pour expliquer aussi la démarche, essayer de traduire dans des termes très concrets ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on chauffe à 19, c'est à peu près 10 à 15% d'économie d'énergie. Quand on le retranscrit sur un parc d'une 50aine d'hôtels, tout de suite, ça prend des proportions assez fortes. C'est le million de bouteilles dont on parlait tout à l'heure, où quand on n'en prend que 3, c'est anodin. Quand on le transforme sur un parc de 50 hôtels et qu'on parle de 4 millions à 50 000 bouteilles, c'est très difficile de ne pas être convaincu. Oui, c'est sûr. Un ordre de grandeur, effectivement, ça fait beaucoup. Écoute, je te propose qu'on fasse un petit focus sur quelques chiffres clés de la démarche RSE. On appelle cette petite rubrique la preuve par 4. Et donc, on va prendre 4 grands chiffres de la transition de Notel. Je te les donne et puis tu peux un peu les expliquer. Alors, 20%. C'est la réduction de la consommation énergétique sur le parc hôtelier déjà réalisé grâce à des actions simples apparemment. Alors, lesquelles ? La principale, c'est la gestion des températures. C'est celle que j'évoquais tout à l'heure. 19 l'hiver, on ne dépasse jamais 26 en clim, pareil l'été. Ouais. Et on communique beaucoup aux clients. Comme je disais tout à l'heure, on leur laisse la liberté, malgré tout, de gérer comme ils veulent. Mais on leur explique les impacts d'être à 19 et maximum 26, même quand il fait 35, 40 dehors l'été. On leur explique. Ça, je pense, ça doit être 15% des 20%. Enfin, les 3/4 du sujet, ça va être celui-ci. Le deuxième, ça va être tout ce qui va être calorifugage de nos réseaux. C'est-à-dire entourer nos réseaux d'eau chaude, d'eau froide, d'une couche isolante. Dans un hôtel, ça circule beaucoup. Enfin, c'est un immeuble assez atypique. C'est-à-dire que dans 1000 mètres carrés, il y a 50 douches. Oui, c'est rare. Raconte. Un immeuble résidentiel, il n'y a pas du tout cette densité de salles de bain, de réseaux. C'est beaucoup de réseaux dans un hôtel. Donc, isoler toutes nos canalisations pour éviter de la déperdition d'énergie lorsqu'on transporte les eaux chaudes. Ça va vraiment être les 2 sujets principaux d'économie. Puis après, il y a plein d'autres petites actions. Des LED, mais voilà, par exemple, mettre les lumières LED. Oui, forcément. Mais qui c'est intéressant parce qu'en termes d'ordre de grandeur, c'est clairement pas le plus impactant. Alors on pense souvent à cet exemple-là. Et là, on voit que c'est vraiment d'autres actions qui ont permis de faire le gros. Alors, plusieurs millions de bouteilles en plastique supprimées grâce à la politique zéro plastique. Donc, on en parlait. On voit un effet de levier monumental. Est-ce que dans la pratique, c'est facile ou c'est difficile ? Vu que tu en parlais, il y a ce sujet de partir avec sa bouteille d'eau. Les gens, est-ce qu'ils y pensent ? Est-ce qu'ils le voient ? Est-ce qu'ils sont quand même contents ? Il y a un peu plein de petits moments où ça peut rendre les choses beaucoup plus difficiles. C'est globalement assez facile. Le plus gros frein, c'est le changement des équipes par rapport aux réactions des clients qu'ils anticipent, qui finalement les clients sont plutôt, d'une façon générale, plutôt satisfaits. Okay. Se sont aussi habitués, parce que là, l'usage maintenant, c'est plutôt la fontaine à eau que la petite bouteille dans la chambre. Donc, le métier de l'hôtellerie en général évolue aussi. Donc globalement, ils sont contents de ces évolutions-là. Le plus difficile finalement maintenant, c'est le tri. Ça paraît bizarre sur les quelques plastiques et cartons qui nous restent, mais il y en a pas mal parce qu'on a quand même les livraisons. Voilà, il y a certains éléments qui sont difficiles à supprimer. Okay. Quand on se fait livrer les produits, ils sont emballés dans du carton. Le plus dur, c'est le tri parce qu'en fait, on est dans des immeubles. Nous, beaucoup, je l'ai pas précisé, mais quasiment tous nos hôtels, c'est du centre-ville. De grandes villes. Donc, on est dans des immeubles très contraints, au mètre carré cher. Donc, les surfaces utiles ont souvent été attribuées pour faire des surfaces commerciales, des chambres, des salles de petit déjeuner, et tout ce qui est back-office est limité au minimum et a été fait parfois il y a 30, 40 ans. Donc, le tri était moins un sujet à cette époque-là. Donc, on a pas de local poubelle qui permettent de mettre les poubelles nécessaires, et il faut aussi les mettre en chambre. Il faut que le chariot de la femme de chambre puisse également prendre les déchets des clients et les trier. Donc en fait, il y a des petites choses comme ça qui sont plus difficiles à faire que le zéro plastique. Enfin le presque zéro plastique. C'est marrant parce qu'effectivement on le voit moins, c'est plus back-office. Est-ce que c'est peut-être aussi un changement de fournisseur qui peut aider, c'est-à-dire de se dire on se fait livrer avec moins d'emballage dès le départ ? Je ne sais pas si c'est envisageable. Alors, à ma connaissance, on n'a pas encore exploré cette piste-là de est-ce qu'on peut se faire livrer avec moins d'emballage.
Faudrait qu'on regarde. Je Pour se saurais gagner pas. un peu de Voilà, place. peut-être qu'on peut gagner un peu de place. Bon, depuis, on a fait des locales poubelles, je te rassure. J'espère bien. Mais je m'inquiétais pas trop là-dessus. Troisième chiffre, alors 150-200 actions sur l'ensemble de ton parc hôtelier. Donc, c'est la première phase de travaux, apparemment, pour réduire l'impact environnemental. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus cette mécanique ? Oui, j'exprimais tout à l'heure qu'on avait fait une vraie étape pendant le Covid. On s'est fait accompagner par une entreprise qui s'appelle Betterfly Tourisme et qui a développé avec l'ADEME un label ou une forme de label qui est l'étiquette environnementale. Ouais. Le principe, c'est d'aller noter en cycle de vie l'ensemble des consommations d'un hôtel en énergie, en eau, en consommables, et de pouvoir donner à l'hôtel une note entre A et E, qui ressemble beaucoup à celle que nous avons déjà sur les emballages alimentaires, sur l'électroménager. Voilà, nous, on est allé là-dessus parce que ça nous semblait très lisible pour le client, versus des labels un peu plus confidentiels, à mon sens, hôteliers, qui vont regarder les mêmes points et attribuer un label clé verte, par exemple, si je dois en citer un qui est assez connu, peut-être pas encore assez en hôtellerie, qui est de plus en plus connu, mais qui n'était pas encore un référentiel international. Voilà, c'est parce qu'aussi on accueille, nous, des clients du monde entier. Donc ça nous semblait assez pertinent d'aller là-dessus. Et la manière dont ils travaillent, c'est qu'ils évaluent à peu près 200 points d'impact. On va retrouver des sujets qu'on vient d'aborder, de plastique, de mousseurs sur les robinets, de LED, de calorifugage des canalisations, etc., etc. Et il y a à peu près 200 points. Ce qui fait que une fois qu'on avait audité nos 50 hôtels, on s'est retrouvé avec 50 fois 200 points. Alors, pas tout à fait, parce que heureusement, on avait quand même passé certaines étapes. Ça fait beaucoup. Donc, c'était plutôt 50 fois 35. Et ensuite, faut déployer. C'est vraiment l'histoire des petites rivières qui font des grands fleuves, je pense, en ce qui concerne l'hôtellerie. C'est-à-dire que c'est la multiplicité de plein de petites actions qui font qu'aujourd'hui, on arrive à moins 20% de consommation d'énergie. J'ai cité les 3 plus grosses actions, et finalement, il y en a beaucoup d'autres qui également contribuent à moindre échelle. Et là, vous avez réussi à tout déployer ou il en reste encore ? On a déployé 97 ou 98% du sujet d'exploitation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est derrière nous. Alors, il y a encore peut-être les livraisons, il faut qu'on regarde. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plutôt derrière nous. On est sur de l'entretien, ce qui n'est pas rien. Ouais. Maintenir des pratiques. Mais on est dans ce maintien de pratique quand même. Génial, franchement, génial d'avoir ce type de résultat. Et dernier chiffre de cette preuve par 4, c'est 2. Donc, c'est 2 comme 2 volets. On a parlé de la transition sur la partie gestion, mais il y a aussi toute la partie immobilière. Quel est le plan d'action de ce côté-là ? C'est un plan d'action qu'on attaque depuis cette année. Ok. Puisque sur l'immobilier, en fait de l'hôtellerie, donc il y a de l'immobilier en plus d'être des sociétés, ce qui est assez particulier et pas commun à beaucoup de secteurs, ce point-là. Donc on a commencé par l'exploitation, ce dont on a largement parlé. Et en ce qui concerne les sujets plus immobiliers, qui vont être des changements de fenêtres, des changements de chaudière, de climatisation, également de l'isolation par l'extérieur. Voilà, on est sur ce type d'action. Ce qu'on faisait, c'est que quand on arrivait à la maturité des équipements qui devaient être changés, je pense aux chaudières, on changeait pour des équipements moins consommateurs d'énergie. On remplaçait des chaudières au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur, typiquement, genre de choses qu'on va faire. Okay. Depuis cette année, on prend le sujet en main, en allant un peu plus loin que du simple remplacement plus vertueux, mais en anticipant du coup des changements. On fait à peu près 20 millions d'euros de travaux cette année sur le parc. Sur ces 20 millions, il y en a une quinzaine. Ce sont des travaux de repositionnement. On retravaille de la décoration, etc. Et puis, il y en a 25% qui sont dédiés uniquement à des sujets RSE. Voilà. Donc, là, concrètement, on change des fenêtres, on change des chaudières pour commencer à vraiment déployer notre feuille de route sur cette partie immobilière. Oui, ce qui n'est pas négligeable, parce que même pour une première année, pour démarrer avec tous ces travaux, après, il faut se les gérer et il faut avoir le résultat escompté.
Ok. Donc, si on se projette un peu plus sur ces grands enjeux, et a priori, c'est un peu le cas de beaucoup de chefs d'entreprise, est-ce que on peut répliquer ce qui a été fait typiquement dans certains hôtels à d'autres? Est-ce que ce qui a été fait au siège peut être répliqué par ailleurs? Est-ce qu'on peut répliquer cette analogie hôtel/immobilier sur des bureaux aussi? Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on a fait sur n'importe quel hôtel en France? Je pense oui. Ok. D'ailleurs, il y en a pas mal qui, qui, On va prendre la qui sont recette. aussi sur le sujet. Non, pardon, non. Il y en a beaucoup qui le font. Le secteur est assez volontaire parce qu'on a vraiment un alignement des intérêts de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit nos clients. Qui, entre deux hébergements similaires, vont privilégier celui qui a des pratiques éco-responsables. Nos salariés, et on a une vraie problématique dans l'hôtellerie quand même de recrutement des talents, Mhm. pareil, sur des hôtels identiques, ils vont très clairement privilégier une entreprise qui va avoir une démarche de transition écologique. Nos banquiers, on est chez BPI, aujourd'hui, ça fait partie des critères Ouais. lorsqu'on finance une opération d'investissement hôtelière que d'améliorer nos consommations énergétiques sur le cycle de détention. Les investisseurs également, les institutionnels. Donc, en fait, toutes nos parties prenantes sont alignées, ce qui fait que le secteur, d'une façon générale, avance dans cette transition-là. Donc, voilà, je pense que beaucoup d'hôtels peuvent faire ce qu'on a fait et le font même déjà. Est-ce que ça peut se répliquer du coup à des bureaux ou pas forcément? Alors ensuite, dans les bureaux, certaines pratiques, oui, d'utilisateurs, même si l'impact utilisateur est un peu moins important. C'est-à-dire qu'a priori, au bureau, il n'y a pas 100 douches par jour. Voilà. Après, chez Voilà. nous, il n'y en a pas. A priori, pour 50 chambres, voilà, après 100 douches par jour. Donc, il n'y a pas le même usage, cependant, sur les contrôles de température. Enfin, voilà, nous, au bureau, c'est 19 aussi. Ce qu'on fait sur les gestions des températures, on le fait aussi au bureau. Donc, il y a certaines choses qui peuvent se répliquer, même si c'est quand même moins consommateur d'énergie, un bureau. Ok. Et après, si on se projette plus long terme, toi, tu vois quoi comme défi ou comme mouvement qui vont pouvoir se faire, notamment sur cette partie peut-être de rénovation d'immobilier qui est aussi un peu plus lente à démarrer. En tout cas, on n'est pas aux objectifs attendus par la SNBC. Donc, comment tu vois l'évolution dans ce secteur-là? Je pense qu'on aura un vrai challenge sur le décret tertiaire. Ok. Décret tertiaire, donc pour ceux voilà. qui ne connaissent pas, c'est effectivement d'ici 2030, puis après 2040, 2050, des baisses de gaz à effet de serre attendues par rapport à une année de référence et qui donc concernent les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés et souvent, effectivement, donc pour le tertiaire. Forcément, ça demande de s'améliorer depuis un point de départ jusqu'à... Ah, il y a deux modes de calcul. Il y a celui-ci où tu as une valeur absolue aussi à atteindre pour pouvoir te tenir compte dans l'hôtellerie des spécificités de chaque hôtel. Si tu as un spa, par exemple, Oui. Voilà, ce qui est assez fréquent et dans les hôtels. Forcément, c'est impossible d'atteindre la consommation énergétique d'un hôtel qui n'en aurait pas. Donc, il y a aussi des valeurs absolues. Il y a deux méthodes de calcul. Mais si je reprends effectivement le moins 40, moins 50, moins 60, le moins 40 est relativement facile à atteindre parce que par l'exploitation, on fait moins 20, moins 25. Restent les 15% sur lesquels on va pouvoir faire des investissements avec des ROI raisonnables. Donc ça fonctionne. 6, 8 ans sur des chaudières, des choses comme ça. Donc ça fonctionne. Le moins 60 dans du bâtiment existant haussmannien, parisien par exemple, la marge supplémentaire, elle nécessite, je dois dire, des investissements. Je ne sais pas très bien comment on va réussir. Je sais pas très bien comment on va réussir à les faire. Parce que soit il faudra isoler assez fortement et on peut pas par l'extérieur, parce qu'on est sur des bâtiments qui sont soit classés ou protégés. Donc, par l'intérieur, à 10 000 euros le mètre carré, on est sur des ROI à 50 ans. Donc, pour des entreprises, c'est difficilement réalisable. Voilà. Ok, est-ce que du coup tu attends peut-être des choses de la part de l'innovation ou peut-être d'industriels pour réussir à faire ce type de transition? C'est moins 60 dont on parle là. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de matériaux nouveaux qui sortent. On parle quand même de 2050 du coup. Oui. C'est dans longtemps. 2050. 2050, il peut se passer pas mal de choses quand même.
Donc j'espère qu'on saura faire des isolants de 2 cm qu'on mettra à l'intérieur. Du coup, ça aura moins d'impact. Oui, je pense qu'on aura clairement des innovations qui viendront nous aider. Je pense aussi qu'il y aura des aménagements qui seront faits pour les entreprises. On aura nécessairement un regard un peu différent entre un bâtiment neuf et un bâtiment historique pour pouvoir concilier et des envies d'avoir des villes qui gardent une histoire et des bâtiments qui consomment moins. Voilà. Parce que du coup, pour toi, le plus gros frein typiquement économique, c'est aussi quelque chose d'acceptation, dans le sens où si on se dit que sur des bâtiments anciens, on veut préserver la façade, alors l'isolation, qui est un peu le point essentiel pour réduire la facture énergétique, ce serait de se faire tout en intérieur ou de repenser peut-être une configuration interne du bâtiment. Exactement. Et je sais pas, si tu veux garder le Grand Palais, je prends un exemple qui est volontairement hors hôtellerie, parce qu'il faudra accepter soit que le Grand Palais, on est froid dedans, soit que, exceptionnellement, il puisse y avoir des bâtiments qui existent et qui, même s'ils sont moins vertueux en énergie. Oui, c'est sûr que vu la déperdition via les verrières et autres types de ce type d'anciens bâtiments, ça va être compliqué. Après, c'est sûr que c'est pas la même chose d'avoir ce genre de bâtiment qui accueille du public, mais de façon souvent temporaire, versus chez Onotel, il y a tous les clients qui viennent, qui peuvent rester plusieurs nuitées, et puis il y a le côté dormir dans un endroit du coup de confort. Peut-être qu'au Grand Palais, on se dit, je viendrai avec mon écharpe et mon pull. À l'hôtel, on se dit pas, je vais dormir avec mon écharpe et mon pull. Donc c'est là que j'imagine que les hôtels sont aussi plus attendus sur le fait d'améliorer. Oui, tout à fait. Après, l'hôtellerie, si je le regarde parmi les hébergements marchands, n'est pas très consommateur d'énergie à la nuitée par rapport à de la location d'appartements. Parce qu'en fait, comme les surfaces communes sont partagées entre l'ensemble des clients, notamment le nombre de mètres carrés par client, il est beaucoup moins important que quand on prend un appartement sur un site bien connu de commercialisation, où on va avoir une plus grande surface, beaucoup plus énergivore que de partager une salle de petit déjeuner, un salon, etc., avec 100 personnes finalement. Quand on le regarde en rapport à la nuitée, c'est pas si consommateur d'énergie. C'est intéressant parce qu'on l'a peut-être moins sous cet angle-là. Et peut-être dernier point sur la partie immobilier. Est-ce que tu as l'impression qu'à partir du moment où c'est toi qui as peut-être l'ensemble des murs d'un hôtel, tu peux plus facilement embarquer des travaux, initier une reprise entière de façade, d'extérieur, etc., versus ce qui peut se faire dès lors que c'est particulier ou qu'un hôtel a simplement une partie de l'immeuble. Dans Paris, par exemple, c'est assez complexe vu tous les haussmanniens qu'il y a un peu partout. Est-ce que tu te sens de dire, nous, on part là-dedans, on va faire cette rénovation, même si aussi parfois, tu es tout seul dans le quartier à le faire, ou ça coûte finalement plus cher. Quelle est un peu la dynamique ? En fait, tu mets le doigt sur quelque chose d'assez important en hôtellerie, qui est que tu as beaucoup d'hôtels qui sont détenus séparément entre les murs et le fonds de commerce. C'est très très fréquent comme mode de détention en hôtellerie, et le législateur ne précise pas aujourd'hui qui fait les travaux de RSE. Voilà, donc on ne sait pas si c'est le bailleur ou si c'est le preneur qui doit effectuer ces travaux. On doit se mettre d'accord. Donc comme il s'agit quand même souvent on va être sur des enveloppes pour un hôtel de 1500 mètres carrés entre 500 000 et 1 million d'euros, donc assez importante. C'est clairement un très très gros frein au déploiement parce que des négociations sur des montants aussi importants, c'est très long. Et donc ça retarde d'autant la mise en œuvre. Donc nous, ce qu'on fait quand c'est un hôtel, je disais tout à l'heure qu'on fait de l'investissement qu'on vient d'acheter, on intègre dans le business plan maintenant les travaux de RSE en considérant qu'ils seront à notre charge pour faire une partie du chemin. Parce que sinon, on sait très bien que sur un cycle, on a plutôt des détentions 5-7 ans. Sur un cycle 5-7 ans, on peut passer 7 ans à discuter. Et on n'aura rien fait du tout au bout des 7 ans. Donc, on l'intègre. Maintenant, sur de l'historique, nécessairement, il y a des discussions. Et même si on l'intègre, il semblerait juste que le bailleur prenne aussi une part de ces investissements-là.
En tout cas, on salue, très belle prise de responsabilité, parce qu'effectivement, il faut faire un bout du chemin, et sinon ça incite pas non plus l'autre à le faire. Pour terminer cette discussion, est-ce que tu aurais une recommandation de livre, de podcast, d'expo, quelque chose qui t'a peut-être inspiré, soit sur ce sujet, même plus largement sur la transition? Alors, j'ai 3 enfants en bas âge, donc malheureusement, ça fait un moment que j'ai pas fait d'exposition. Je te le cache Il y a pas. un oui sur... Voilà, je te le cache pas. Ouais, je suis sûrement, sûrement Tchoupi au Grand Palais. Ça existe probablement. Mais je pense que le dernier livre que j'ai lu, qui m'a marqué, c'est celui de Jean Canvici, qui est une bande dessinée qui traite plutôt des sujets énergétiques, Oui. qui a été une vraie prise de conscience pour moi de l'impact, en fait, des énergies d'une façon générale sur notre croissance ou notre décroissance, puisque lui prône plutôt une décroissance mesurée, et ce qui est vraiment en fait le cœur du sujet, il me semble, la production d'énergie. Écoute, merci beaucoup. J'espère en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut clairement le lire parce que ça a fait beaucoup d'écho, et je pense que beaucoup de gens ont une presque révélation, mais en tout cas une très forte explication, et je suis complètement alignée avec toi sur le fait que ça donne des vrais ordres de grandeur, et puis c'est assez concret, c'est très simple, et effectivement l'énergie c'est un des plus gros leviers. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant parce que vous avez fait beaucoup de choses et qu'il y a encore d'autres choses à faire, mais je sens une super énergie pour y arriver, et donc ça donne des éléments concrets. En plus, on voit très bien le lien avec la rentabilité économique, parce qu'il faut souvent pas l'oublier, un business, ça a besoin de tenir la route. Donc voilà, continuez comme ça. Merci encore Hélène pour ton témoignage, et à très bientôt pour un nouvel épisode du Climat en Action.